Le point 3 de l'ordre du jour, session gratuite d'espace vert, rue de la Pomme-Chailleux. Monsieur Bory. Donc, session gratuite d'espace vert au profit de la collectivité, parcelle AO 193, rue de la Pomme-Chailleux. Vous avez un plan sur table. Les consorts Simon ont sollicité la commune pour une session gratuite au profit de cette dernière de la parcelle AO 193, qui est d'une superficie de 177 mètres carrés et située à l'entrée du lotissement Les Jardins du Feuil. C'est cette bande de terre à gauche à l'entrée du lotissement Les Jardins du Feuil. Dans ce cadre, la consultation des services du domaine n'a pas été requise. Par ailleurs, la voirie des espaces communs du lotissement Les Jardins du Feuil ont été rétrocédés à la commune par acte en date du 20 décembre 2022. Les frais d'acte notariés, ainsi que tous les frais liés à cette cession de la dite parcelle, seront à la charge de la ville de Melesse. La commission urbanisme consultée le 28 novembre 2023 a émis un avis favorable. Merci. Avez-vous des demandes de précision? C'est clair. Donc, j'invite le conseil municipal à approuver la session gratuite à la ville de la parcelle AO 193 aux conditions précisées, de classer dans le domaine public communal cette parcelle et de m'autoriser à signer l'acte ainsi que tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé à ceci? Souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Le point suivant. Convention de bâti au sanglier. Convention de bâti au sanglier pour l'association communale de chasse de Melesse. Donc à la demande de la Fédération des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, l'association communale a sollicité la commune pour bénéficier d'une convention de bâti au sanglier sur les parcelles communales chassables devant la recrudescence des sangliers occasionnant des dégâts sur les cultures. La commune de Melesse concède à l'association communale de chasse une convention de bâti, donc sur les parcelles qui figurent sur le tableau que vous avez sur votre document. Donc il s'agit de 3 parcelles avec des restrictions qui sont indiquées dans la convention en fonction de la proximité notamment de la route et des habitations. Et les conditions de la convention, c'est une durée de 1 an renouvelable par titre reconduction et une mise à disposition consentie à titre gratuit. Et de la même façon que le point précédent, ça a été validé en commission de l'urbanisme le 28 novembre 2023. Merci. Des demandes de précision. C'est clair. Donc j'invite le conseil municipal à valider les termes de la convention de bâti au sanglier pour l'association communale de chasse de la commune et m'autoriser à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. Qui ne souhaite pas participer au vote? Qui ne participe pas au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci. Point 5. Convention opérationnelle avec l'établissement public foncier de Bretagne. Monsieur Maury. Convention opérationnelle d'action foncière avec l'EPF, établissement public foncier de Bretagne, sur le secteur Allée Rouge-Côte. Et vous avez sur table l'avenant concerné. La commune de Melesse souhaite réaliser une opération d'habitat en renouvellement urbain respectant les principes de mixité sociale et permettant la redynamisation du centre-bourg. Ce projet nécessite l'acquisition d'emprises foncières, 6 Allée Rouge-Côte. Le coût de ces acquisitions, la nécessité de leur mise en réserve, le temps que le projet aboutisse et le travail de négociation, de suivi administratif, voire de contentieux, implique une masse de travail trop importante pour que la collectivité puisse y faire face seule. Par ailleurs, elle implique une connaissance approfondie des procédures. C'est pourquoi la commune de Melesse a signé une convention opérationnelle d'action foncière avec l'établissement public foncier de Bretagne EPF le 28 novembre 2016. Celle-ci définit les prestations demandées, les modalités d'acquisition de biens et de réalisation des études et ou travaux, et le taux d'actualisation et le prix de revente. Le projet de la collectivité ayant subi quelques évolutions, il est nécessaire de revoir les modalités d'intervention de l'EPF Bretagne. En ce sens, cet établissement a transmis un projet d'avenant à la convention opérationnelle initiale.
Il est donc proposé d'approuver l'avenant soumis par cet établissement. Vu le décret, si je m'autorisais à passer les décrets, considérant que la commune de Melesse souhaite réaliser l'opération Habitat sur le secteur Vallée-Rouge-Côte à Melesse, considérant que le projet de la commune ayant subi quelques évolutions, il est nécessaire de revoir le périmètre opérationnel prévu initialement, ainsi que la durée de portage des biens par l'EPF Bretagne. Considérant l'intérêt de conclure un avenant numéro 1 prenant en compte ces modifications, et considérant que cela ne modifie pas les engagements de la commune quant aux critères de l'EPF Bretagne, à savoir privilégier les opérations de restructuration, viser la performance énergétique des bâtiments, respecter le cadre environnemental, limiter au maximum la consommation d'espace. Donc, considérant que l'EPF Bretagne a proposé un projet d'avenant numéro 1, joint à la présente délibération, qui modifie les articles 2.1.1 et 2.2 de la Convention initiale. Cette convention a été présentée également en commission urbanisme au mois de novembre. Si. Avez-vous des demandes de précision? Donc, je soumets au vote. Juste en complément, en complément. Oui, sur le portage d'un des biens sur Rouge-Côte, la convention se terminait le 26 novembre 2023 et nous avons obtenu de la part de l'EPF un report au 26 novembre 2026. Le portage jusqu'en novembre 2026 et les négociations sont en cours par l'EPF en relation avec la commune évidemment pour se porter acquéreur des biens qui seront nécessaires à la réalisation de cette opération de requalification et de redynamisation du centre-ville. Merci de cette précision. Je soumets au vote du conseil municipal en vous invitant à approuver le projet d'avenant numéro 1 à la convention opérationnelle du 28 novembre 2016 à passer entre la commune de Melesse et l'EPF Bretagne, et que vous l'avez pu en prendre connaissance, à m'autoriser à signer cet avenant ainsi que toutes pièces ou documents nécessaires à son exécution, à m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ceci? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Point 6. Rétrocession à la commune d'une concession funéraire au cimetière. Madame Marzin. Donc, monsieur Bernard Massé et Madame Colette Massé, née La Haye, domiciliés à Melesse, Vilaine, ont acquis le 12 avril 2018 la concession funéraire située carré A, rang 10, emplacement 18, pour une durée de 30 ans dans le cimetière de Melesse, pour la somme de 214 €. Cette concession funéraire est à ce jour libre de toute inhumation et monsieur Bernard Massé et Madame Colette Massé, née La Haye, co-concessionnaires et fondateurs de cette concession, souhaite la rétrocéder à la commune de Melesse. Depuis 2015, l'intégralité des redevances des titres de concession est attribuée au budget de la commune de Melesse, sans aucune partie attribuée au CCAS. La redevance peut donc être intégralement remboursée aux familles au prorata temporis. Merci. Je mets ce vote. Donc j'invite le Conseil à approuver cette rétrocession dans les conditions prévues par la réglementation fédéraire et que Madame Marzin vient de nous présenter, et à m'autoriser à signer cette convention correspondante à la traité municipal. Qui ne se prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? En vous remerciant. Au point 7. Ouverture exceptionnelle des commerces les dimanches en 2024. C'est une délibération que l'on examine chaque année pour l'année qui va arriver. Cette réglementation concernant l'ouverture exceptionnelle des commerces les dimanches pour l'année prochaine. Donc, juste rappeler que le maire peut, selon les dispositions réglementaires, autoriser 12 dérogations au repos dominical contre 5 précédemment, que ces dérogations au repos dominical doivent être arrêtées avant le 31 décembre de l'année pour l'année suivante, par décision du maire, mais après avoir pris l'avis du conseil municipal. C'est donc l'objet de la délibération de ce soir.
que lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de la communauté de communes de rattachement. Que pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m², lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L 3132-26 du Code du travail sont travaillés, ces derniers sont déduits par l'établissement concerné et désignés par le maire dans la limite de 3. Depuis la loi 2016-1088 du 8 août 2016, article 8, la liste des dimanches peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par la modification souhaitée. Vu la loi du 6 août 2015 qui étend par ailleurs le champ d'application de la règle du volontariat des salariés aux dérogations collectives délivrées par le maire, ainsi l'article 3132-25-4 du premier alinéa du Code du travail prévoit que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser d'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Et le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. En outre, le Code du travail prévoit que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et un repos compensateur équivalent en temps. Que la loi du 16 avril 2008 précise également que la journée relative à la journée de solidarité, que les organisations représentatives des employeurs s'engagent à ne pas revenir à jour férié comme journée de solidarité. Depuis 1997, la signature de la première charte d'urbanisme commercial, ce sujet du travail dans les commerces de dimanche et des jours fériés fait l'objet d'un dialogue social entre les élus, les partenaires sociaux et les acteurs du commerce sur le territoire rennais. Organisé dans un premier temps à l'échelle de la métropole rennaise, ce dialogue social a été étendu au pays de Rennes en 2023. Pour l'année 2024, les partenaires sociaux se sont réunis à 2 reprises, le 26 septembre et le 7 novembre dernier, en vue de négocier un accord local sur 3 ans, encadrant les ouvertures dominicales et limitant le nombre d'ouvertures des jours fériés pour le commerce de détail sur le pays de Rennes. Malgré des points de convergence, les partenaires sociaux n'ont pu aboutir et envisagent de se réunir début d'année prochaine, début 2024, pour reprendre leur dialogue. Dans l'attente de la formalisation de ce prochain protocole d'accord local pluriannuel, pour l'année 2024, dans l'objectif de disposer d'un calendrier commun, je vous propose d'autoriser l'ouverture des commerces de détail et donc de déroger à la règle du repos dominical pour leurs salariés 3 dimanches. Et les 3 dimanches sont définis en commun accord au niveau du pays de Rennes, donc pour l'ensemble des commerces du pays de Rennes, donc Rennes Métropole, les communes du Val-d'Ille-Aubigné, les communes de Liffré-Cormier et les communes du Pays de Châteaugiron. C'est bien cet ensemble territorial. Le dimanche 8 décembre 2024, le dimanche 15 décembre 2024 et le dimanche 22 décembre 2024. Conformément aux articles L 3132-26-27 et -21 du Code du travail, les vendeurs salariés d'automobiles sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical au maximum 5 dimanches, dans un souci de cohérence à l'échelle du territoire du pays de Rennes, et conformément aux souhaits des concessionnaires automobiles interrogés par Mobiliance, les dimanches pouvant faire l'objet d'une ouverture dominicale autorisée par arrêté municipal au titre d'année 2024 sont, pour ce secteur d'automobile, le 14 janvier, le 17 mars, le 16 juin, le 15 septembre et le 13 octobre. Et je vais vous proposer de donner un avis favorable sur cette proposition. Avez-vous des questions ou des remarques? Laurent. Comme c'était dit au démarrage, ça revient de façon récurrente tous les ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les ans, il n'y a pas d'accord qui se fait au niveau des... Depuis 3 ans. Depuis 3 ans.
aujourd'hui, ces décisions-là, le nombre de dimanches ou l'accord tel qu'on le vote ce soir, il est intermédiaire entre ce qui est demandé, je suppose, par les différents membres de cette commission. Il est dans la ligne des accords antérieurs. Antérieurs avant la rupture d'accord local. C'était 3 dimanches. Un 4e avait été rendu possible une année et était ajouté à l'époque, mais ça remonte qu'à 3 ans, des jours fériés. Et la réglementation concernant les jours fériés a évolué, donc les jours fériés n'apparaissent plus. Elle est mentionnée dans le texte de la délibération. Les établissements qui souhaitent ouvrir les jours fériés doivent les déduire jusqu'à 3 des dimanches autorisés. Voilà, c'est le même ratio, j'allais dire, le nombre de dimanches. Le secteur automobile pose, j'allais dire, moins de difficultés parce que sur les 5 dimanches autorisés par la loi, ils les utilisent et à ma connaissance, ils n'ont jamais demandé, enfin leur groupement de concessionnaires n'a jamais demandé plus. C'est plus le secteur des grandes surfaces en alimentaire qui demande davantage. Et c'est là où il y a un point d'achoppement. Voilà. Sachant que les élus du Pays de Rennes, dans ces négociations, sont les organisateurs de la réunion. Les discussions se tiennent entre les représentants syndicaux des salariés et les représentants des professionnels. Mais comme ce sont les maires qui doivent signer l'arrêté après avis de leur conseil municipal avant le 31/12 de chaque année, eh bien, la prise en charge de l'organisation de ces rencontres et de ces débats est assurée par les élus au niveau du Pays de Rennes. D'autres demandes de précision? Bien, donc je vous invite à émettre un avis favorable sur cette proposition d'autoriser les ouvertures exceptionnelles suivantes au titre de l'année 2024, donc pour le salarié des commerces de détail, à l'exclusion des concessionnaires automobiles et des autres commerces dans l'objet d'une réglementation particulière, les dimanches 8 décembre, 15 décembre et 22 décembre, et pour les concessions automobiles, les dimanches 14 janvier, 17 mars, 16 juin, 15 septembre, 13 octobre, que après l'avis du conseil municipal, je serai amené à prendre un arrêté. Les consultations des organisations d'employeurs et de salariés concernés pour le commerce de détail, c'est déjà organisé à partir des rencontres d'échanges qui ont déjà eu lieu, et de m'autoriser moi-même ou mon représentant à signer tout document afférent à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui vote contre? Qui souhaite s'abstenir? C'est bon, une abstention. En vous remerciant. Le point suivant à l'ordre du jour porte sur la proposition d'adopter un nouveau règlement à l'intérieur du budget participatif. Monsieur Elisabeth. Oui. Alors, comme nous étions engagés à mi-parcours, on va dire, pour la mise en place du budget participatif, de faire une évaluation pour voir comment ça avait été perçu, à la fois vis-à-vis des habitants de Melesse, aussi au niveau du fonctionnement du comité de pilotage, nous avons fait une évaluation et voilà ce qui vous est proposé, qui ressort de l'ensemble de cette évaluation. Donc depuis 2020, le budget participatif est l'occasion pour les Melessiens de proposer l'affectation d'une partie du budget d'investissement à la ville, à des projets inspirés puis choisis par les citoyens. Dispositif de démocratie participative, le budget participatif a pour objectif à la fois de rendre l'action publique plus accessible et intelligible, faciliter la compréhension du fonctionnement de la ville par ses habitants, mais également d'apporter une nouvelle forme de dialogue entre les habitants, les élus et les services municipaux, de permettre aux habitants de s'engager sur le territoire en faisant des propositions concrètes pour l'amélioration du cadre de vie, et de fédérer la population autour de dynamiques collectives.
Donc après 3 années de fonctionnement, donc ce temps d'analyse a permis notamment d'identifier 3 axes d'amélioration et d'évolution de ce dispositif. Un, de permettre d'accompagner de manière plus soutenue les porteurs de projets et de leur donner la possibilité de s'engager de manière plus significative. De favoriser une participation citoyenne plus large en permettant aux jeunes molésiens dès 12 ans et plus de déposer des projets et de voter. Et de redéfinir le rôle du comité de suivi pour apporter un regard citoyen à chaque étape clé de la procédure et garantir la transparence de la démarche. Donc les modalités sont mises en œuvre de ces 3 axes d'amélioration sont développées dans le nouveau règlement intérieur que vous avez en annexe. Et ce document qui a été retravaillé dans son ensemble détaille le fonctionnement réactualisé du budget participatif. Merci. Une demande de précision. J'invite donc le Conseil à valider ce nouveau règlement intérieur du budget participatif et à m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé à ceci, qui souhaite s'abstenir. Merci. Point 9. Convention de fourniture de chaleur produite par la chaufferie du nouveau collège de Molès à la commune, pour la salle de Champortin. Isma. C'est moi qui vais prendre ce point. Donc, depuis l'origine du projet de salle, une entente avait été faite avec le département pour que la chaufferie, on ne dépense qu'une seule chaufferie, et c'est celle du collège qui chauffe la salle de Champortin. Et donc, les deux établissements ont démarré leurs activités, et donc il convenait de régulariser par signature d'une convention la répartition des coûts de la salle et du collège. Donc, en commission, ont dû être examinées dans le détail les règles qui régentent cette répartition. Donc, principalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, 48% des coûts vont revenir à la commune et 52% des coûts au collège. Et ça établi en rapport au prorata de la puissance installée. Sachant qu'on a 2 équipements normalement qui vont consommer très peu d'énergie si ils respectent leur intention initiale. Et je vous propose, vous avez pu prendre connaissance de la convention de vente, de l'explication du calcul des prix et de l'établissement d'un prévisionnel 2023-2024, sachant que ce prévisionnel est vraiment c'est un prévisionnel sans avoir d'historique. On fait le prévisionnel sans avoir d'historique, je parle plus fort. Ouais. Et donc, on verra bien à l'avancement des contrats les évolutions des consommations et les évolutions des coûts aussi d'énergie qui ont subi ces dernières années des hausses importantes, et notamment la ressource bois a subi des hausses pratiquement aussi importantes que le pétrole et le gaz. Et le gaz. Voilà. Donc, comme la commission équipement public a émis un avis favorable, le conseil municipal est invité à autoriser la signature de la convention de réseau de chaleur et autoriser le monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Et ce que j'ai pas oublié de dire, c'est qu'il y a des coûts de fonctionnement, mais il y a aussi des coûts d'amortissement qui sont en compte, puisqu'au bout de 25 ans, la durée d'amortissement retenue, il y aura lieu de remplacer la chaudière avec l'argent qu'on aura mis de côté. Merci. Monsieur Ferré. Oui, on en a parlé effectivement en commission bâtiment public. Je m'inquiétais un petit peu par rapport à la programmation des temps de chauffe. Alors pour le collège, c'est assez simple, on connaît les heures et les jours d'ouverture, je dirais d'une année sur l'autre quasiment. Pour la salle, les heures sont plus aléatoires, c'est-à-dire qu'en semaine,
la salle peut être utilisée ou pas, le week-end également. Et mon inquiétude, c'est que, a priori, c'est que le département qui a la main mise sur la programmation. Et j'ai peur qu'il y ait des couacs. Et je regrette que la commune ne puisse pas agir sur la chaufferie pour programmer au cas où il y aurait une manifestation. Qu'il n'y ait que les agents de maintenance du département qui puissent y intervenir, je pense que chacun peut le comprendre, c'est un équipement investi par le département et sous responsabilité de fonctionnement du département. Alors, en effet, la première phase test là, dans laquelle nous sommes rentrés doit aller jusque nous assurer que la programmation puisse être faite en fonction des utilisations de la salle multifonction, notamment les week-ends, là où le collège ne fonctionne pas, n'accueille pas de collégiens. Mais oui, il aurait été peut-être, je ne sais pas, bien avec le département de former 1 ou 2 agents de la commune pour pouvoir intervenir, même en cas d'urgence, sur le En cas d'urgence, je pense, sais qu'il y a un service en cas d'urgence, je pense qu'on doit pouvoir faire appel à un service d'astreinte du département. Et dans quelle mesure, dans quel délai on vérifiera, on apportera des éléments d'information sur cette intervention sur appel de l'astreinte. Monsieur Rambolez. Il me semble que samedi dernier, justement, on a un technicien de la commune qui est intervenu justement pour une remise en route du chauffage. Il y avait des soucis, mais donc les techniciens de la commune doivent pouvoir intervenir. Non, il n'est pas intervenu sur la chaudière du collège, il est intervenu sur la partie salle. Oui, mais au moins sur la répartition pour déclencher du chauffage sur la partie salle multifonction. Oui, on arrive à avoir du chauffage quand même dans la salle, même le samedi soir. Oui, on arrive à avoir du chauffage, ça c'est programmé, il n'y a pas de souci. Mais il ne peut pas intervenir sur la partie chaudière oui, bien sûr. Du collège. Non, oui, la chaleur transmise par la chaudière installée au collège appartenant au département, une sortie qui va vers l'alimentation en chauffage de la salle multifonction sur une programmation différente de celle du collège. Bien. Oui. J'avais une autre question là, par rapport aux chiffres qui sont donnés en annexe. J'étais surpris des quantités, parce qu'on annonce une consommation pour 2024 de 63 MWh. Si on compare à d'autres équipements de la commune, on est sur une salle qui est vraiment économe ou Je vais te donner le seul que j'ai en tête, parce que justement je me suis posé la question et j'ai regardé, ça a de la chance. La salle polyvalente, c'est 240 MW. D'accord, voilà, ça me donne un ordre de grandeur, parce que c'est surprenant, je ne suis pas habitué d'avoir des chiffres. Moi aussi j'étais surpris, donc je t'avoue que j'ai été voir que ça fait 4 fois moins que la salle polyvalente. Okay. Et c'est en plus une estimation sans historique. Sans du tout l'historique, ce sera peut-être la moitié. Oui. Non, mais... Parce que c'est vrai que la salle a une inertie quand même importante. Et même pour les petits lacros de chauffage, je voulais dire ça tout à l'heure, avant qu'il fasse vraiment froid dans la salle, il va s'écouler du temps parce qu'elle est quand même extrêmement bien isolée. Bien, d'autres remarques? Je vous propose de m'autoriser à signer cette convention de réseau de chaleur avec le département, ainsi que tout autre document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est contre? Qui souhaite s'abstenir? 4 abstentions. 4, 5. Comment? Donc, le vote permet la signature de la convention. Le point 10, je vais retirer l'ordre du jour pour ce conseil. Le point 11, un avenant, numéro 1, de convention d'autorisation de déversement pour la société de
dans l'attente de la réalisation de la nouvelle station d'épuration, la convention actuelle d'autorisation de déversement de l'œuf du Breuil est arrivée à son terme, et donc il convenait, avant de rétablir une nouvelle convention qui corresponde aux besoins de l'industriel et à la capacité de la station d'épuration, de prolonger la convention actuelle dans les mêmes termes, et donc c'est ce qui est proposé au vote ce soir, en ajoutant que la ville de Melesse a pour projet de réaliser des travaux d'extension de station d'épuration qui conduira à réexaminer les conditions de déversement. Et donc la présente convention que nous renouvelons deviendra caduque à la mise en service de l'extension de la station, et une nouvelle convention entre les deux parties définira à cette même date les nouvelles conventions de déversement. Et la collectivité, bien évidemment, se rapprochera de l'établissement un peu avant, 3 mois avant la date, pour préparer la nouvelle convention qui, je peux en rappeler quelques éléments. En gros, c'est 20 mètres cubes par jour au maximum, 3 mètres cubes par heure en pointe, et 60 kg de demande chimique en oxygène, 24 kg de demande biologique en oxygène, ça correspond à 400 équivalents habitants. Des questions, des remarques? Donc je propose au Conseil de valider cet avenant numéro 1 de prolongation de la convention d'autorisation de déversement de la société L'Œuf du Breuil dans le réseau d'assainissement collectif. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Le point 12, travaux d'extension de la station d'épuration, consultation et marché de travaux. Donc, le projet a été présenté à un comité de pilotage du 18 juillet. Et là, pour permettre à la commune de pouvoir lancer des appels d'offres de travaux, à rappel, une présentation synthétique de ce projet, avant de valider la possibilité de lancer la consultation des marchés de travaux. Donc vu les articles, je passe les vues, etc. Donc on considère la nécessité de procéder à des travaux d'extension de la station d'épuration au regard de la croissance du besoin d'assainissement collectif sur la commune dans les années à venir. Et donc il revient au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à consulter les entreprises et à signer les marchés au terme de la consultation. Donc on rappelle que le bureau d'études Sogeti Ingénierie Infra a été retenu comme maître d'œuvre pour le futur projet d'extension de la station d'épuration de Melesse. Actuellement, la station a une capacité de 5000 équivalents habitants en organique et 8000 équivalents habitants en hydraulique. Et donc, suite à la soumission du dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau pour l'extension de la station d'une capacité finale portée à 10 600 équivalents habitants, la DDTM 35 a adressé une demande de complément en juin 2022. Après plusieurs échanges avec la DDTM 35, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, l'Agence régionale de santé, l'Office français de la biodiversité, le bureau d'études a présenté un nouveau projet en juin 2023 qui intègre de nouveaux éléments de contexte et qui intègre les demandes des services de l'État et redéfinit la capacité prévue à l'issue de l'extension. Donc les principales caractéristiques des travaux, vous avez sur table, vous aviez le plan en fait de l'extension, de la nouvelle station, qui va comprendre en fait une deuxième file de traitement. On les a pas. D'accord. Ils sont sur table. Donc ils sont sur table, donc en fait si vous prenez la page avec le plan de la... Voilà. Donc vous avez les bâtiments actuels, donc ils sont ici, donc ils vont être rénovés et donc il va y avoir une deuxième file qui va être ajoutée, donc c'est les deux ronds en haut, qui va être en fait une file qui va être équivalente exactement à celle qui existe et qui va amener vers le bâtiment en bas de production de boue. Et la production de boue, va pouvoir faire donc, soit une production de boue liquide, soit une production de boue centrifugée. Donc il y a construction également
d'une centrifugeuse pour produire ces boues pâteuses. Donc le projet du coup amène à une capacité de 10 600 équivalents habitants. La suite. On rappelle les normes de On rappelle les normes de Donc ça, c'est les normes de rejet qui sont actuellement en vigueur avec un rendement entre 84 et 97% sur les différents paramètres. Avec donc les moyennes qui sont présentées sur la période sur la période et les moyennes en 24 heures. Et donc dans le nouveau projet, on va avoir donc un abaissement de ces normes qui est quand même relativement important. Et donc ce qui veut dire qu'en fait l'extension de la station, malgré l'augmentation des volumes, en fait va améliorer la qualité des rejets et apporter donc une amélioration notamment sur les rejets dans le milieu avec un abaissement des différents paramètres, notamment des paramètres d'azote. Voilà. Ensuite, on passe aux coûts. Donc, les coûts d'investissement, ils sont détaillés dans le tableau ici, donc pour les nouveaux ouvrages, avec un détail entre la filière eau et la filière boue. Et donc, ça nous fait un total sur les filières à 408 500 000 € hors taxe. Et quand on prend le total avec les postes généraux, ça nous fait un budget hors taxe de 3 625 000 € hors taxe. Pour les nouveaux ouvrages, vous avez le détail. Et ensuite, donc, il y a la partie réhabilitation de l'existant pour un total de 263 500 € hors taxe. Vous avez également sur le document sur table une estimation des coûts le coût d'investissement global, donc un investissement global de 4 83 500 € hors taxe, donc avec la répartition génie civil et équipement. Et vous avez également une estimation des coûts d'exploitation en fonctionnement quand ça sera en charge complète. Donc avec le détail entre l'électricité, le consommable, l'entretien, l'évacuation des sous-produits, notamment par rapport à la filière boue, pour un coût d'exploitation global donc de 280 162 € hors taxe par an, en récap. Pour compléter donc, l'explication, alors à l'heure actuelle, les coûts d'exploitation de notre station, ça veut dire 175 000 € par an. Effectivement, les 280 000 ici correspondent au moment où on aura atteint la capacité de la station. On sera à 10 600. On sera à 10 000. Voilà. Donc, j'ai repris les éléments qui étaient écrits dans la note de synthèse. Et donc, la commission équipement public s'est réunie le 5 décembre et a émis un avis favorable à ce projet. Merci. Nombre de précision, M. Ferrand. Oui, effectivement, concernant le traitement des boues par la suite, on sait que ça peut servir d'épandage pour l'agriculture, mais ça nous servira pour l'agriculture bio. C'est un petit peu, sachant qu'aujourd'hui le bio c'est un peu ce qu'on propose comme avenir pour l'agriculture. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur et utiliser ces boues-là pour faire de la méthanisation. On a été sur une chaîne complète. Ça c'est la première question. Et la seconde, je voudrais juste rappeler qu'un point de vue historique, lorsque le premier comité de pilotage s'est réuni en avril 2021, le groupe Ensemble pour MLS avait émis l'idée déjà d'être sur plus de 10 600 équivalents habitants. Quand en face, on était plutôt sur rester en dessous de 10 000 € pour éviter enfin 10 000 habitants, pour échapper aux normes auxquelles finalement aujourd'hui on est confronté. On aurait pu gagner peut-être 2 ans dans le chantier. Alors par rapport à la méthanisation, donc là les boues elles sont prévues pour aller plutôt en compostage plutôt qu'en méthanisation, parce que la méthanisation des boues de tête c'est très compliqué, on ne peut pas les mettre dans des méthaniseurs agricoles par exemple, parce qu'on ne peut pas les mélanger avec autre chose, c'est interdit.
Donc ça fait des méthaniseurs spécifiques et il n'y en a pas qui existent réellement en fait sur des communes comme la nôtre, c'est pas intéressant. Par contre sur le compostage c'est prévu et c'est étudié et donc ça sera en fonction en fait de la possibilité de l'épandage, puisque l'épandage c'est une solution qui est aussi extrêmement intéressante, peu coûteuse, et il y a pas mal de demandes d'agriculteurs pour ces boues. Quant au retard que vous évoquez, il a surtout été pris par le fait que la première étude était en extension de la station existante, en restant en dessous de 10 000 équivalents habitants, et qu'après discussion plus approfondie avec la DTM et l'agence de l'eau Loire-Bretagne, il nous a été nécessaire de construire une deuxième filière, tel que ça a été présenté dans les différentes commissions et rappelé ce soir. Et c'est avec l'application de règles, en particulier de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, plus contraignantes qu'elles étaient en 2021 et 2022. L'avis de la MRAE qu'on a reçu il y a une dizaine de jours là, confirme que la filière proposée est adaptée à la situation de la commune et à sa projection. Donc, oui, juste pour signaler que le lotissement du Feuil va prendre du retard également. Non. Puisque les raccordements sont retardés. La ZAC du Feuil, vous voulez dire? La ZAC du Feuil. Non, ils ne prendront pas de retard. Les calendriers sont calés. Oui. On pourra faire une présentation en commission urbaine si le moment est venu. Oui. Mais tout est calé effectivement et il ne devrait pas y avoir, de retard. Bah, mécaniquement aussi, puisque les travaux de la station devaient, dans le projet initial, commencer en mai dernier. Mais c'est pas et les travaux vont commencer en dernier trimestre l'année prochaine, certainement. Après l'été. Donc ça fait bien 1 an et demi de retard. Non, mais les travaux n'ont pas été... Décalage. Pardon. Ah bah c'est... Les travaux n'ont pas été... les travaux de démarrage de la ZAC du Feuil n'ont pas été calés sur la livraison. C'est un élément important. Mais aujourd'hui, l'aménageur est dans sa programmation. Et il n'a pas la pédale sous le pied pour ne pas démarrer les travaux. Il est dans son... Il y a eu, on en a discuté en commission urbaine, ça a été présenté, il y a eu un certain nombre de choses qui ont décalé, entre guillemets, pour l'aménageur, notamment la découverte d'une zone humide qui n'était pas... alors découverte, effectivement, il y a des zones humides qui n'existaient pas au moment où les spécialistes ont acté, des gens de métier, à dire d'experts. Voilà. Et puis donc ça a pris du temps parce que ça a engagé un certain nombre de modifications, notamment cette découverte de zones humides où il était prévu le passage de la voie principale et transversale d'est en ouest de la ZAC du Feuil, puisqu'il a fallu rebattre les cartes et faire des propositions, être sous la coupe des délais, notamment de la police de l'eau, des DTM, pour avoir une proposition qui permet, entre guillemets, d'enjamber, ou en tout cas de passer sans abîmer cette zone humide. L'autre solution eût été de modifier la circulation et de ne plus prendre cette voie transversale, et c'est pas ce qui a été retenu, et heureusement d'ailleurs. Donc voilà pourquoi il y a eu effectivement un décalage dans les travaux. Oui, mais qui ne sont pas dus qu'à ça. Admettez-le, la commercialisation devait commencer fin d'année, là, normalement... Oui. La commercialisation va... Il n'y a rien de fait. La commercialisation va démarrer. Aujourd'hui, il est en cours de constitution par l'aménageur, le document pour pouvoir choisir les futurs propriétaires. Voilà. Sur le calendrier, néanmoins, il y a quand même marqué un arrêté préfectoral. C'est soumis à Comment ?
sur le calendrier des travaux et de commercialisation Oui. de ça qui est quand même pris à l'arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral, il a été pris il n'y a pas très longtemps. D'accord. Il y a eu des modifications significatives qui ont fait qu'effectivement les choses ont été décalées. Lorsqu'il y a la découverte d'une zone humide, ça entraîne un certain nombre de choses. Il y a des réglementations extrêmement contraignantes. Et surtout, cette zone humide, si elle avait été complètement isolée, elle n'aurait pas posé de problème en particulier, sauf que cette zone humide est traversée par cette route d'est en ouest et qu'il a fallu un aménageur, en collaboration avec la collectivité, faire des propositions pour permettre de maintenir cet axe-là qui est primordial pour la qualité de la ZAC, et donc ça a nécessité un certain nombre de délais. Bien, je propose au vote du Conseil donc d'approuver le projet d'extension de la station d'épuration tel que rapidement synthétisé et présenté, m'autoriser à lancer la consultation des marchés de travaux relatifs à ces travaux d'extension de la station d'épuration selon les procédures adaptées, et de m'autoriser ces marchés à intervenir ainsi que toutes les pièces nécessaires à leur mise en œuvre. Qui ne prend pas part à ce vote? En pouvoir de M. Marot. M. Margot ne prend pas. Qui est opposé à ceci? Il souhaite s'abstenir. On vous remercie. Le point 13, concernant le budget assainissement, il est justement. Oui, ce point suit directement le point précédent, puisque pour pouvoir réaliser les travaux de la station d'épuration tels que présentés tout de suite, il faut qu'on puisse mettre notre budget en ordre de marche et donc revoir l'autorisation de programme qui avait été votée au moment du budget sur la base de l'augmentation du programme de travaux. Et donc l'objet de ce point, c'est de réajuster notre autorisation de programme pour pouvoir lancer les appels d'offres avec l'argent voté au budget. Et donc on passe d'un montant de 2 465 000 votés au moment du budget à un montant de 5 010 000 correspondant au montant toute taxe comprise des différents points du projet de station d'épuration. Il est bien évident qu'à l'issue de l'appel d'offres, et si on a de bonnes surprises ou des mauvaises, il faudra réajuster ces autorisations de programme pour coller à la réalité des prix. Et donc ce point a été vu le 7 novembre en commission finance. Et donc, nous invitons le conseil municipal à approuver la modification de l'autorisation de programme. Autoriser, monsieur le maire, à engager les dépenses de l'opération située à hauteur de l'autorisation de programme et de mandater les dépenses afférentes. Préciser que les crédits de paiement non consommés seront reportés au crédit de paiement de l'exercice suivant sans nouvelle délibération, et de préciser que les crédits de paiement seront inscrits au budget assainissement collectif des exercices concernés. Merci. Une demande de précision. Nous soumettons au vote que M. Luna vient de nous présenter. Qui ne prend pas part à ce vote? Votre pouvoir. Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous vous remercions. Le point 14, décision modificative numéro 2 sur le budget principal. Avant de laisser M. Dumas présenter ce point, juste rappeler que, et pour l'expliquer, rappeler qu'à l'école maternelle publique, des travaux, la commune avait commandé une étude sur la structure du bâtiment. Après avoir été obligé, il y a un an, de fermer deux classes d'une des deux extensions, que le rapport de l'entreprise Ginger qui a été missionné pour mener cette étude sur la structure de l'école maternelle nous a conduit, après analyse croisée avec le bureau d'études bien entendu, mais en croisant également avec une entreprise qui est déjà intervenu pour faire du confortement de structure à l'école maternelle,
La conclusion est que les recommandations fortes émises par cette étude nécessitent des travaux de renforcement de la structure entre les poutres et les poteaux béton de la structure de l'école. Alors pour un montant de 118 000 € hors taxe, et qui nécessite en effet la décision modificative numéro 2 que je laisse M. Dumas présenter. Il s'agit donc d'un ajustement des crédits et une décision modificative au budget principal. On va rajouter 100 000 € de travaux pour l'école maternelle et on va retirer 50 000 € de dépenses imprévues qui figurent au budget et 50 000 € de dépenses qui étaient fixées sur la salle polyvalente sur laquelle les travaux n'ont pas été réalisés sur l'exercice. Et donc pour arriver à un équilibre de l'augmentation de crédit et de diminution. S'il n'y a pas de questions, le conseil municipal est invité à approuver la décision modificative numéro 2 du budget principal 2023, tel que je viens de la présenter. Et s'il y a des questions, on Oui. C'était quoi les 50 000 € de prévus sur la salle polyvalente qui avaient été budgétés? Alors, il me semble qu'il y avait notamment un aménagement d'un parquet. On avait vu ça au moment du budget. Sur la totalité. Aujourd'hui, ce qui a été fait, c'est l'ancien dojo. Oui, c'est ça, sur le grand plateau. Une partie du grand plateau. Une partie du grand plateau en plus. C'était une question? Oui, je voulais savoir si on avait la possibilité d'obtenir le rapport d'expertise sur le bâtiment de l'école maternelle. Le rapport d'expertise est communiqué, oui. Pour être consulté. Hein. Ah oui, bien sûr. Pas d'autres questions? Donc j'invite le conseil municipal, tel que M. Dumas vient de nous présenter, d'approuver la décision modificative numéro 2 du budget principal 2023. Qui ne prend pas part à ce vote, qui est opposé, je compte 5, Oui, ça. qui souhaite s'abstenir. Je vous remercie. Donc ces travaux sont programmés pour être réalisés début janvier, sur la deuxième semaine des vacances scolaires de janvier, et à suivre une des fins de journée et début de soirée des 2 semaines qui suivent en tant que de besoin. Vous pouvez me faire signer. Donc ce qui vous est demandé, c'est de signer cette décision modificative numéro 2. Je commence par vous laisser faire. Ouais, les gens vont signer aussi pour leur pouvoir. On ne peut pas indiquer les votes. C'est ce que je dis, il faut l'indiquer avant. Oui, c'est ça. C'est Ça, ça. on est d'accord. Vous étiez d'accord? Oui. Le point 15. Le point 15, subvention à l'amicale des pompiers. Madame Martin, je crois. Oui, donc dans le cadre de la Sainte-Barbe et de manière un peu traditionnelle, l'amicale des pompiers sollicite une subvention. Donc la Sainte-Barbe qui s'est déroulée le samedi 2 décembre 2023, l'amicale des pompiers de Molès a sollicité une subvention auprès de la ville et il est proposé d'allouer une subvention à hauteur de 30 € par repas et par pompier en fonction, à savoir 23, soit la somme de 690 €. Merci. Une subvention qui peut être tous Une subvention qu'on retrouve annuellement. Je mets à votre validation, qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Merci. Le point 16, travaux de modernisation de la voirie et de l'assainissement, groupement de commandes. Monsieur Dumas. Nous avions été à l'initiative de la mise en place d'un groupement de commandes pour moderniser tous les travaux de voirie et d'assainissement en certains moments. Et donc le marché de travaux arrive à son terme et il convient de procéder à son renouvellement.
Le but de ces groupements de commandes est bien entendu de massifier les commandes pour pouvoir obtenir des prix plus intéressants auprès des entreprises. On a des meilleurs prix quand on commande pour 9 communes et une communauté de communes que quand on commande tout seul dans son coin pour des travaux de petite quantité. Les quantités sont plus importantes. Donc, comme lors du précédent marché, plusieurs collectivités ont souhaité recourir à la mutualisation des besoins dans le cadre de la procédure de passation d'un accord cadre. La communauté de communes du Val-Viognier, commune de Guipel, Gare, La Mézières, Montreux-les-Gaz, Saint-Gondran, Saint-Germain-sur-Île, Anduy-et-Neuville et Molès ont souhaité rejoindre le groupement. Les articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la commande publique précisent les modalités de création d'un groupement de commande avec la formalisation par signature d'une convention constitutive pour définir les modalités de fonctionnement du groupement. Dans la convention que vous aviez en annexe et qui a été légèrement modifiée, réajustée sur table avec les noms des maires actuels, vous aviez donc le modèle de convention de groupement. Et il est prévu que l'ensemble des opérations relatives aux procédures de passation de marché seront conduites par la ville de Molès qui agira comme coordonnateur du groupement. Chaque commune membre du groupement s'engagera sur un volume de travaux défini à hauteur du maximum évalué et assurera elle-même la notification et l'exécution financière et matérielle du marché pour les besoins qui lui sont propres et réglera au titulaire du marché les dépenses engagées. Le marché sera d'une durée d'1 an, expressément reconductible 3 fois. Donc si on ne dit rien, ça marche en 3 ans. Vu les différents codes et considérant 4 ans, pardon, quand on en aura, on reprend le code, ça fait 4 ans. Considérant l'intérêt d'adhérer au groupement de commandes, notamment pour rationaliser les dépenses publiques, le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes pour la consultation relative aux travaux de modernisation de la voirie et de l'assainissement. Et donc vous savez le projet. Merci. Avez-vous des demandes de précision? C'est pas une précision, c'est juste là on valide la convention avec Saint-Médard en plus. On ne le nomme pas dans la délib, c'est pas grave. Ah. Il faut rajouter Saint-Médard. Il y a le logo de Saint-Médard, mais je ne sais pas si Saint-Médard. Ici, il est bien dans la convention. Il est dans la convention, mais il n'est pas dans la délibération. Voilà. C'était juste pour savoir. Dans le texte de la délib. Donc, c'est dans le texte de la délib de Saint-Médard. Il faut bien entendu, merci Béatrice, le rajouter. Sinon, M. Bourmonville ne sera pas content. Pas d'autres remarques? J'invite le conseil, tel que M. Dumont l'a présenté, à m'autoriser à signer cette convention constitutive de groupement de commande. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci. Le point 17, un avenant marché de travaux d'extension de l'école. Les points 17 et 18 sont 2 avenants pour les travaux d'extension de l'école élémentaire. Le premier avenant numéro 1 et le numéro 6 concernent les menuiseries extérieures en alu et en serrurerie. Ces modifications, c'est le 17, hein, c'est ça? Le 17, oui. Je ne suis pas trompé. Dans le cadre des travaux de vol, les modifications de contrat correspondent à des modifications non substantielles du marché. Non substantielles, c'est-à-dire moins de 5% du montant du marché initial, n'introduisent pas de conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue. L'équilibre économique du marché en faveur du titulaire n'est pas modifié d'une manière non prévue dans le marché initial. Enfin, les modifications ne modifient pas l'objet du marché. Elles ont été demandées par l'architecte et même plus précisément par le contrôleur technique dans le cadre de l'avenant numéro 1. Correspondent à des travaux qui améliorent la qualité du bâtiment par rapport à ce qui était précédemment dans le marché. Donc ça correspond à un montant de 6 159 € hors taxe.
sur un montant initial du lot 6 de 195 000 €. Merci. Avez-vous des demandes de précision? Je soumets donc à la validation du Conseil, en vous invitant à m'autoriser donc à signer cet avenant numéro 1 du lot 6 menuiserie extérieure à l'usage de l'opération d'extension de l'école. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé à cette décision, qui souhaite s'abstenir. Je suppose que c'est 5. 5 abstentions. Et là, le point 18, c'est également un avenant. C'est à peu près la même chose, c'est pas le même lot qui est concerné, parce que là c'est le lot numéro 8, cloison doublage. Je ne vais pas faire la relecture de à quoi correspond un avenant. Il prend en compte le devis donc de 5 431,20 € hors taxe sur un montant initial du lot de 173 000 €. Et les travaux correspondent à un remplacement de membranes d'isolation par des membranes d'isolation de meilleure qualité et plus durables. Et donc, le nouveau montant du marché public s'établit à 178 431,20 € avec une TVA à 20% etc. Un montant TTC de 214 117,44 €. Merci. Je soumets au vote en vous invitant à m'autoriser à signer cet avenant numéro 1 du lot 8 de l'opération extension de l'école qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui s'abstient, 5 abstentions. Je suis autorisé à le signer. Le point 19, création d'un poste non permanent en ressources humaines, Madame Mestri. Nous avions déjà précédemment délibéré dans le même sens il y a 18 mois pour répondre à un besoin non permanent, à un accroissement temporaire d'activité. En effet, nous avions sollicité le dispositif volontaire territorial en administration pour assurer la mission achat et partenariat financier et ainsi accompagner les services à la définition des besoins et initier la refonte de la politique d'achat public au sein de la collectivité. Ce premier contrat est arrivé à son terme, c'est pourquoi il nous apparaît nécessaire de poursuivre cette mission et de repréciser à la marge certaines tâches affectées à ce poste pour assurer une meilleure cohérence de la commande publique dans la collectivité. Je ne vous rappelle pas là non plus les codes général de la fonction, les articles du code général de la fonction publique qui nous permettent le recrutement de façon temporaire dans ce cadre-là à des agents. L'agent que nous recherchons devra justifier d'un diplôme de formation niveau bac plus 2 minimum et d'une expérience professionnelle dans le secteur des marchés publics. C'est un emploi qui sera catégorisé, de catégorie B, et la rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et déterminée en prenant compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour l'exercice des missions, la qualification détenue par l'agent, ainsi que son expérience professionnelle. C'est un poste qui bénéficiera du RIFSET sur la catégorie G3 de la catégorie B. Merci. Des demandes de précision. Donc j'invite le Conseil à adopter cette proposition, faisant en sorte d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour l'année prochaine, bien entendu, de valider les dispositions de cette présente délibération avec un effet au 16 janvier 2024. Informer que la présente délibération fera l'objet d'un recours pour accès trouvable devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Et sur table, il y avait en effet la modification à partir du 15 janvier, non pas du 16. Sur cette décision qui ne prend pas part au vote, qui est contre, qui souhaite s'abstenir, en vous remerciant. À suivre, figure des éléments d'information sur les différentes décisions prises
liées au DIA, d'autres décisions, et puis esquisse de l'agenda pour le premier trimestre 2024. Vous aviez une question? Oui, une question d'actualité. Vous nous avez informé hier qu'un ballon d'eau chaude à salle polyvalente de Salle, Champ-Courtin, pardon, avait une avarie. Merci de nous avoir informé. Un article est paru également ce matin. Plusieurs associations et utilisateurs de la salle s'inquiètent pour l'utilisation dans les semaines à venir. Vous avez mandaté un expert avant travaux, l'assurance. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'il va intervenir et quand est-ce que l'utilisation, enfin le chauffage et l'eau chaude dans la salle reviendront? L'utilisation de la salle a été ouverte, mais ça vous l'avez noté, hein, dès aujourd'hui après-midi, cet après-midi. Avec dans le message adressé aux associations, je parle sous le contrôle de Mme Marzin, la spécification que l'espace qui a fait l'objet des inondations, le local technique à l'étage bien entendu, mais là il n'y a pas d'accès pour le public, et la salle de rangement, L'espace rangement numéro 1. qui est en dessous, ainsi qu'une partie du couloir est, sont absolument interdits d'accès, c'est complètement fermé. Ce soir, je n'ai pas la date de passage de l'expert. C'est pas une faute de questionner. Et c'est pas faute de le questionner, non, de questionner la compagnie d'assurance pour que l'expert passe au plus vite. Mais je n'ai pas la date ce soir. Donc actuellement, c'est tout le bâtiment qui n'est pas chauffé. Oui, c'est la circulation d'eau chaude, pour faire simple, qui ne fonctionne pas. Donc tel qu'indiqué sur l'information communiquée, c'est ce qu'on sait, parce que constaté, c'est un court-circuit sur un petit ballon d'eau chaude, dont je laisse moi les experts déterminer quelle en est la cause. Et c'est ce court-circuit qui a provoqué la fuite, enfin la fonte des joints, qui a fait que ça a coulé, et que ça a coulé. Ouais. Oui. Il faudrait peut-être, de manière à éviter d'autres désagréments, de prévoir un réceptacle sous le ballon d'eau chaude avec une évacuation d'eau. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a une vérification sur ce point précis. Une vérification qui est en cours de ce qui était prévu d'être fait. Ce qui peut complexifier encore un peu plus l'expertise. Mais c'est une autre expertise. Donc voilà, on arrive au terme de ce conseil municipal. Prochain conseil municipal au mois de janvier. Je n'ai pas revu la date, mais d'ici là, on aura l'occasion de se retrouver lors de la cérémonie des vœux le 12 janvier. Et je souhaite... Pardon ? Champ-Courtin. Donc je vous souhaite à chacune et à chacun, ainsi qu'à vos proches, de belles fêtes de fin d'année. Merci. Ce soir. Au revoir, merci.